C'est le profil, c'est le profil qui fonctionne. Naturellement. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre enceinte, c'est le mot bien choisi puisque on est entouré de murs. Bienvenue, vous m'entendez, oui? Je salue tous les représentants des associations, les magistrats, les organisations et autres associations, les associations partenaires comme la CAR, mon âme sœur et Appuie les villageois. Appuie les villageoises. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne discussion. Vous êtes ici au cœur de l'Ars puisque le premier foyer CHRS du Val d'Oise a été créé ici en 1975. Depuis, l'Ars s'est agrandi, développé en représentant et en faisant confiance à la compétence, à la technicité et à la satisfaction des besoins de l'humain de l'ensemble du personnel que je tiens aussi à remercier de façon très précise et importante pour la merveilleuse organisation d'aujourd'hui. Mais place au débat qui est à l'origine de cette invitation. Bien, bonjour à tous. Alors, je suis Géraldine Blin, la directrice de l'association Ars 95. Je voulais vraiment vous souhaiter la bienvenue, malgré ce temps incertain, mais ça fait quand même très plaisir de pouvoir organiser un événement en fait en présentiel. Donc, je ne regrette pas d'avoir maintenu la date coûte que coûte. J'espère que vous avez pu profiter des stands qui vont réouvrir après cet atelier débat. Que vous avez pu du coup découvrir nos activités. Je pense que vous avez vu que nous avons plein de métiers différents qui tournent tous autour de l'accompagnement des personnes en difficulté. Nous avons choisi aujourd'hui de mettre en lumière le sujet des violences conjugales pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il illustre parfaitement notre engagement dans les débats d'aujourd'hui ça illustre également la façon dont nous essayons de rester connectés aux besoins des personnes en fait, que nous accompagnons et des problèmes qu'ils rencontrent ici et maintenant. Ce débat, il illustre aussi la diversité des réponses que nous pouvons apporter sans parti pris idéologique, puisque vous verrez qu'on est aussi bien sur le terrain de la prise en charge des femmes victimes, mais également des auteurs et de la formation. Et puis ce débat, il représente aussi notre façon de travailler à l'Ars 95, en partenariat avec nos financeurs et aujourd'hui plus particulièrement est mis en lumière Action Logement Service, mais je laisserai Patricia Papillot se présenter en collaboration avec d'autres associations du Val d'Oise. Et d'ailleurs, je suis très très heureuse d'en accueillir plein là cet après-midi. Il y a plein de directeurs et de représentants des autres associations et puis particulièrement mon âme sœur et Appuie les villageoises qui sont avec nous aujourd'hui. Donc ce débat va se dérouler en 3 temps. Moi, je vais garder le micro. La première séquence, en fait, sera sur la prise en charge des femmes victimes des victimes de violences conjugales. Pas forcément des femmes, et on vous en reparlera. Ensuite, on va parler de la prise en charge des auteurs et enfin, on évoquera la formation. Donc, nous aurons une autre invitée de marque sur le deuxième plateau. N'est-ce pas, Madame Roguet? Et puis, du coup, voilà, en tout cas, je remercie vraiment toutes les équipes de l'Ars 95 d'avoir permis que cette journée ait lieu.
en espérant que le temps tienne. Donc vous avez vu qu'il y a une captation vidéo qui est faite, ce qui fait que la vidéo sera remise en ligne. Si toutefois il y avait des difficultés, si vous posez des questions et que vous ne souhaitiez pas être filmé ou etc., vous nous le dites et on pourra couper au montage. Donc on va commencer la première séquence. Et je vais donner du coup la parole à Madame Papillot sur un dispositif d'accompagnement du coup des victimes de violences conjugales que nous avons nous démarré plus particulièrement sur l'année 2020 dans un contexte un peu difficile. Et puis sur ce tout nouveau partenariat qui nous unit avec Mon âme sœur, en la personne de Catherine Goujard qui du coup va présenter ce que fait Mon âme sœur, et puis ensuite Alexis Zakarevitch qui est un des co-directeurs d'Appui les Villageoises. Voilà, Patricia, je vous laisse présenter. Merci de l'invitation, merci que ce première sortie à la fin du confinement se passe chez vous et dans un si bel endroit. Donc Action Logement, c'est le 1%, vous savez, c'est la participation des entreprises à l'effort de construction, mais c'est aussi toutes les aides d'accompagnement aux salariés. Au sein de Action Logement, vous avez Action Logement Service et vous avez par région. Donc sur la région Île-de-France, je m'occupe de l'accompagnement social. Et pour l'accompagnement des salariés en difficulté, et particulièrement des femmes victimes de violences, il faut des appuis parce que nous avons des équipes de travailleurs sociaux. Mais c'est quand même quelque chose de très particulier. Et là, effectivement, on se retourne vers le terrain, vers des personnes qui sachent accompagner, qui ont une expertise. Et en tout premier lieu, on s'est tourné effectivement vers Ars 95 avec les différents dispositifs, puis vers Appui les Villageoises, et on a rencontré aussi Mon âme sœur. Et l'idée d'Action Logement dans cet accompagnement des femmes victimes de violences, c'est essayer de travailler sur l'ensemble. Nous, on est particulièrement sur la partie difficultés budgétaires, d'accès ou de maintien dans le logement du fait de cette situation un peu particulière. Mais il y a tout cet accompagnement aussi individuel qui est nécessaire. Il y a cet accompagnement juridique, psychologique. Et vraiment, par ce partenariat qui s'est noué en plus qui couvre l'ensemble du département. Et voilà, nous, c'est vraiment ce travail pluridisciplinaire qui est pour nous important, qui est important pour les équipes, qui est important pour les familles qui viennent vers nous. Et voilà, donc un grand merci. Et surtout que, quand on voit que ça match et que surtout en plus ce travail partenarial pluridisciplinaire a pour effet aussi que chacun grandit aussi dans son travail personnel de travailleur social. On apprend, on ne fait pas la place d'eux, mais on apprend et on oriente mieux, on accompagne mieux. Et ça permet aussi de connaître les autres acteurs du terrain, ce qui est assez important. Voilà. Et ce qui est du coup tout à fait représentatif de la façon dont nous travaillons à l'Ars 95, parce que au-delà des interventions que nous faisons avec Mon âme sœur et Appui, on intervient par exemple dans toutes les structures d'insertion par l'activité économique du Val d'Oise. On fait des actions collectives sur l'accès au logement. Et nous faisons aussi de l'accompagnement social lié au logement, également de salariés en transition professionnelle, aussi qui, quand ils travaillent dans d'autres associations du Val d'Oise. Voilà, donc c'est avec Action Logement Service, vous avez compris que c'est un partenariat extrêmement important. Et très riche, effectivement, comme vous l'indiquez, Madame Blin. En fait, souvent, on rencontre nos partenaires sur un sujet et puis vous faites d'autres actions et puis là, on voit le lien qu'il peut y avoir, on tire la ficelle et puis là, et puis je travaille avec un tel, donc on va voir le un tel et puis on fait un travail de chaînage ou de rencontre, ce qui s'est passé avec Mon âme sœur et c'est ça qui est vraiment très enrichissant, surtout sur un département où, par rapport
au sujet d'aujourd'hui, on se rend compte que vraiment c'est très important ce chaînage. On va passer la parole à Canisso, qui est coordinatrice du service AVDL. AVDL, ça veut dire accompagnement vers et dans le logement. Et du coup, elle va vous présenter plus particulièrement ce qu'on fait sur le sujet à l'ARS 95. Donc, bonjour à tous. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que je fais à l'ARS. Alors, le service AVDL, il est assez récent. Il faut savoir que nous, avant, on travaillait sur le service intermédiation locative, donc depuis de nombreuses années. Sur ce service, on a toujours été confronté aux victimes, aux personnes victimes de violences, et même sur plusieurs structures de l'ARS 95. Et c'est vrai que ces derniers mois, avec toute la situation sanitaire qu'on traverse, on a été confronté à des violences. Plus de violences et des choses très difficiles à vivre, pour les personnes forcément, et aussi pour les travailleurs sociaux. Du coup, la question de l'accompagnement de ces personnes a commencé à émerger en lien avec Action Logement Service. Et du coup, on s'est demandé comment accompagner au mieux ces personnes d'une manière globale. C'est pourquoi on a mis en place l'accompagnement social lié au logement pour ces personnes à partir de juin 2020. Il faut savoir qu'au départ, on a décidé d'internaliser l'accompagnement. On voulait travailler en transversalité avec le pôle socio-judiciaire. Mais c'est vrai que ce n'était pas forcément adapté. Et c'est pourquoi Madame Papillot nous a aussi mis en contact avec mon âme sœur pour proposer un accompagnement au mieux avec ces personnes, donc sur le plan notamment judiciaire, psychologique. Car nous, on intervient sur tout ce qui est l'aspect administratif, social, santé, logement. Et l'aspect judiciaire ou psychologique, on ne l'a pas forcément. Donc là, on est vraiment sur un accompagnement qui est adapté aux personnes. C'est une libre adhésion des personnes. Donc si les personnes veulent adhérer, elles y adhèrent, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment, on ne les force pas, c'est vraiment elles qui décident si elles veulent adhérer à cet accompagnement ou pas. Du coup, je voulais juste aussi faire un petit aparté sur le service AVDL parce qu'avant, on faisait de l'accompagnement social lié au logement sur l'intermédiation locative. Mais c'est vrai que depuis 3 mois, on s'est détaché du service intermédiation locative et maintenant c'est l'AVDL. On est situé à Pontoise. Donc, comme l'a dit Madame Blin tout à l'heure, on fait de l'accompagnement social lié au logement pour les personnes, pour les salariés qui sont en difficulté dans le logement. On les aide à être maintenus dans le logement, mais aussi à être relogés quand il faut qu'elles soient relogées, parce que le maintien n'est pas toujours possible. Et on fait aussi tout ce qui est action collective auprès des structures d'hébergement dans le cadre du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, et aussi dans le cadre des chantiers d'insertion, donc des SIAE, des structures d'insertion par l'activité économique. Donc là, on va intervenir sur les chantiers d'insertion, les salariés en transition pour aussi leur apporter un maximum d'informations sur le relogement. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour et du coup, je vais laisser ma collègue vous parler plus précisément de ce qu'elle fait, car c'est elle la référente. C'est elle la référente sur l'accompagnement des personnes victimes de violences. Voilà, donc Hélène Claudel. Hélène Claudel qui est éducatrice spécialisée au service AVDL. Donc bonjour tout le monde. Alors oui, moi je suis éducatrice spécialisée au service AVDL. Je fais donc l'accompagnement social lié au logement des femmes victimes de violences conjugales, mais également des salariés en situation qu'on dit classique. Et dans le cadre de l'accompagnement social lié au logement des femmes victimes de violences conjugales, c'est un accompagnement qui peut prendre plusieurs formes, puisque les situations sont toujours différentes en fait. Donc on peut proposer autant un accompagnement en commissariat ou en gendarmerie quand il faut faire un dépôt de plainte ou un complément de plainte. Ça peut être un accompagnement qui peut se faire aussi au tribunal lors des audiences diverses, et qui peut aussi toucher plusieurs autres problématiques, puisque l'accompagnement va être vraiment global en fonction de la situation de la personne. Donc ça peut être un accompagnement vers la santé, avec les soins et les addictions, vers la parentalité aussi, puisqu'on tient compte également des enfants. C'est un dispositif qui est ouvert en fait aux hommes, mais actuellement on n'en a pas en accompagnement, mais en tout cas on est amené à pouvoir aussi accompagner les hommes victimes de violences.
Un accompagnement aussi qui dure 6 mois et qui est renouvelable en concertation avec Action Logement Service, avec qui on fait des points réguliers. Ça prend la forme d'entretien à domicile qu'on fait normalement une fois par mois. Dans un premier temps, au début d'accompagnement, les entretiens peuvent être plus réguliers et plus rapprochés, puisque le but étant de pouvoir justement instaurer une relation de confiance. Donc on peut être amené à faire des entretiens téléphoniques et physiques beaucoup plus récurrents. Les entretiens se font généralement à domicile, sauf quand la victime est encore à domicile avec l'auteur, auquel cas on essaye de trouver un lieu extérieur, que ce soit dans les locaux de notre association, puisqu'on en a plusieurs dans le Val d'Oise, ou dans des locaux partenaires si besoin. Ce qui nous permet aussi, quand on va à domicile, de rencontrer justement ponctuellement les enfants. On essaie qu'ils ne soient pas toujours présents, puisqu'on va aborder des questions qui vont être difficilement entendables aussi par les enfants. Mais on peut avoir cette vigilance aussi par rapport à ces victimes collatérales justement des violences conjugales et puis pouvoir alerter les professionnels adéquats. On travaille en étroite collaboration avec les conseillères sociales d'Action Logement Service, puisque c'est elles qui mandatent en fait notre intervention. Il va y avoir justement un entretien en amont de l'accompagnement pour faire justement le point sur l'accompagnement et les objectifs qui sont attendus. On fait des points réguliers, puisqu'actuellement c'est presque tous les 10 jours, si ce n'est pas toutes les semaines qu'on est au téléphone, j'espère bientôt en physique, plus qu'au téléphone, mais en tout cas on est régulièrement en contact, et quand on fait aussi les renouvellements d'accompagnement ou les bilans de fin. On essaye aussi de travailler en étroite collaboration avec les assistantes sociales de secteur, à qui on passera le relais une fois l'accompagnement social et le logement terminé, puisqu'il y a une fin aussi à l'accompagnement. Il ne dure pas sur plusieurs années. Enfin, je crois que c'est 1 an ou 2 maximum, mais en tout cas, voilà, on ne peut pas aller au-delà. Donc voilà, il faudra un moment qu'on passe le relais aussi, et donc on le fait avec le secteur. On essaye de travailler au mieux et le plus souvent aussi avec les intervenantes sociales des commissariats et gendarmeries. On a fait une première rencontre et j'espère qu'on en fera encore quelques-unes pour vraiment s'identifier et arriver à travailler ensemble. Ce qui permet aussi de faire tout cet accompagnement autour du dépôt de plainte et des suites qui ne sont pas forcément connues par les victimes et qui peuvent des fois freiner justement cette démarche en fait, d'aller justement en commissariat ou en gendarmerie. Et on travaille depuis peu avec l'association Mon âme sœur pour le suivi juridique et psychologique. Donc comme disait Canisso, c'est effectivement la libre adhésion, c'est une proposition en fait, que nous on fait aux victimes de violences conjugales. Après, effectivement, si elles refusent cet accompagnement, ça ne conditionne en rien la continuité de l'accompagnement social lié au logement, puisqu'on continue d'intervenir auprès de la personne. Et je vais laisser la parole à Catherine Goujard. Alors, je vais juste faire la transition. Du coup, vous avez quand même bien compris que la voie d'entrée dans le dispositif, c'est d'être salarié du privé. Il faut que l'entreprise en fait soit cotisante à Action Logement. Normalement, c'est le cas. En fait, notre service, il est ouvert à toute personne. Voilà. Toute personne qui est du secteur privé, d'une entreprise de plus de 10, peut s'adresser à nous. Hein, c'est les conditions, les directives qui s'appliquent. Et effectivement, quand ces personnes viennent vers nous, qu'elles nous sont orientées, soit par l'entreprise, soit par les partenaires, il y a un premier contact qui est fait par un assistant métier qui est présent, Hervé Mussotte, qui va identifier la situation et donner les premiers conseils, parce que souvent, c'est déjà une démarche qui est difficile pour la personne. Une fois que ça s'est fait, c'est un conseiller social, et en l'occurrence Frédéric Cortès ou Rassimina Hassani qui vont prendre la situation, qui vont identifier, faire les premiers axes de travail et faire le lien effectivement avec Ars 95 ou Appui les villageoises, de façon à ce qu'il y ait cet accompagnement individualisé, parce que nous, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, on va faire un travail plus sur l'accompagnement par rapport à la difficulté budgétaire, mais derrière, on sait bien qu'il y a d'autres choses à travailler, il y a un accompagnement aussi individuel qui est à faire, et ça, c'est pas, on n'a pas les moyens
pour le réaliser, et on n'est pas des spécialistes de cet accompagnement-là. Donc c'est pour ça que le travail partenarial est vraiment, vraiment important, que chacun trouve sa place dans ce processus d'accompagnement de ces personnes, femmes ou hommes, parce que un travailleur social ne peut pas tout faire. Et quand je parle des travailleurs sociaux, mais il y a aussi, je vois la gendarmerie, il y a aussi ce que vous faites en premier lieu, il y a aussi les juristes derrière. Voilà, il y a tout cet accompagnement-là qui fait que, effectivement, au bout d'un an et demi, la personne a trouvé une stabilité, a trouvé les appuis nécessaires pour qu'elle puisse avancer seule. Et c'est quand même là aussi l'objectif. Excusez-moi, j'ai pris plus la parole. Non, mais du coup, on va passer la parole à Catherine Goujard, qui est présidente de Mon âme sœur. Alors, je dirais juste un mot, on s'est bien retrouvés avec Catherine et puis avec Alexis. En fait, c'est vrai que ça a matché tout de suite, parce que je pense qu'on se reconnaît sur les valeurs, sur le fait qu'on est sur une forme d'accueil inconditionnel. On ne met pas de conditions en fait à la prise en charge, et on prend les gens là où ils sont, comme ils sont, et on essaye nous de nous adapter et de ne pas adapter. C'est pas aux personnes de s'adapter au dispositif, c'est vraiment à nous de nous adapter aux besoins. Tout à fait. C'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. On s'est vraiment bien trouvés tous les trois, je pense. Alors, qui est l'association Mon âme sœur? L'association Mon âme sœur existe depuis 7 ans. On a eu 7 ans récemment, 2 juin, donc c'est tout récent. On est une association qui lutte contre les violences conjugales faites aux victimes, et vraiment j'insiste, qu'elles soient femmes ou hommes, et nous accueillons de plus en plus d'hommes. Cette association, il y a 7 ans, elle était composée de 2 bénévoles. Aujourd'hui, on est 45 bénévoles, uniquement des bénévoles. Du coup, dans ces 45 personnes, il y a 7 avocates, 2 psychologues, il y a 2 assistantes sociales, une cadre de santé, une sophrologue, je crois que j'ai oublié personne, et 3 éducatrices spécialisées qui forment l'axe professionnel de cette association. Ensuite, il y a beaucoup de bénévoles autour qui gravitent et qui font toutes les autres tâches, qu'elles soient administratives, tout ce qu'il peut y avoir au sein d'une association à faire, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses. L'association, elle a un accueil multilangue. Elle parle l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le ourdou, l'hindi et le pendjabi. Ce qui est souvent nécessaire aussi dans cet accompagnement. Nous avons des locaux qui sont mis à disposition par la ville d'Aubonne gratuitement. On a 170 mètres carrés et c'est vraiment appréciable pour ce qu'on fait. En plus, c'est dans un endroit assez tranquille. Depuis début 2021, on a ouvert une antenne à Saint-Gratien également. Alors, qui on accueille comme public? Donc, je vous ai dit, femmes et hommes sans distinction, qui résident sur l'ensemble du département. Toutes les victimes de violences, quelles qu'elles soient, conjugales, donc quelles qu'elles soient, c'est-à-dire qu'elles soient physiques, psychologiques, administratives, financières, sexuelles, peu importe. Il n'y a pas de... comme a dit Géraldine, on s'adapte à la victime et on fait un accompagnement vraiment individuel. C'est-à-dire que quelle que soit l'étape à laquelle la victime en est, que ce soit au début, au milieu, près de la fin de son parcours, on est là et on essaiera de l'accompagner au mieux. Depuis 7 ans, nous avons accueilli à peu près 650 personnes. Depuis le début de l'année, on en est à 110 personnes. Donc ça va grandissant et vraiment, ça va crescendo, que ce soit notamment en termes de nombre, mais en termes de degré de violence. Comment sont faites les orientations auprès de l'association? 32% par les intervenantes sociales, commissariat et gendarmerie. 19% sont orientés par les services sociaux départementaux.
et à peu près 18% par le bouche à oreille. Et maintenant aussi par nos partenaires, puisque c'est l'objet de ce partenariat. Voilà, qu'est-ce qu'on propose? Donc je vous ai dit, c'est un accompagnement individualisé, essentiellement juridique et psychologique, mais on peut aussi apporter une aide alimentaire, vestimentaire. On paye quelques nuits d'hôtel quand il faut pallier au problème de l'hébergement. On a des téléphones, on paye des lignes téléphoniques. Voilà, tout un tas de petites choses qu'on peut faire qui peuvent un peu aider à progresser. On fournit également commissariat et gendarmerie quand il y a des intervenants. On leur fournit des kits d'hygiène de première nécessité parce qu'il est souvent vrai qu'elles sont au premier contact des victimes. Donc ça, c'est fait régulièrement. Alors, comment on travaille? On a un accueil téléphonique 7/7, 24/24. Ça décroche toujours. Ensuite, c'est uniquement sur rendez-vous, puisque on est bénévole et on travaille à côté. Donc voilà, mais en règle générale. Et ça nous permet aussi de pouvoir avoir un premier contact téléphonique avec la personne et d'évaluer un petit peu le degré de la situation, savoir s'il faut mettre des choses en place de manière urgente, si on peut prendre un peu le temps de travailler correctement la plainte ou pas, puisque la plainte n'est pas forcément tout le temps l'aboutissement de la procédure. Voilà, on a une réactivité assez immédiate en principe, c'est-à-dire que voilà, un rendez-vous peut être donné pour le lendemain, donc ça peut aller très très vite. On a des partenaires qui sont au top aussi, hein. Franchement, notamment, je tiens à souligner la réactivité de Appui les Villageoises qui nous a bien aidés sur une situation assez dramatique d'une maman et ses 4 enfants. Je crois qu'Alexis, tu as travaillé avec Françoise en partenariat jusqu'à 22h30 pour aider cette maman. Donc franchement, ouais, bravo, on peut. Franchement, faites-le, hein, parce qu'il mérite ça. Ouais, franchement. Voilà. On a un beau projet sur la fin de l'année 2021. Comme je vous ai dit, on a des locaux qui font 170 mètres carrés et on a décidé de dédier une partie de ces locaux à l'ouverture d'un centre de reconstruction. Donc en fait, qui va se faire sous forme d'atelier. Donc ce centre proposera un accueil individuel ou collectif, ça dépendra des ateliers. Il y aura un atelier administratif pour gérer tout ce qui est lié à l'administration, c'est-à-dire rechercher un emploi ou par exemple savoir se déplacer dans des transports, parce que c'est pas évident pour tout le monde, gérer un budget, voilà, plein de choses liées à l'administration. Il y aura un atelier bien-être pour se réapproprier son corps, avec du maquillage, de la coiffure, de la sophrologie, du yoga du visage, plein de choses comme ça. On est en train d'essayer de monter avec Pôle emploi un partenariat pour de la formation sur le maquillage, de façon à pouvoir apprendre à dissimuler des cicatrices qu'on n'a pas besoin de voir toute la journée, qui nous rappellent des choses. Et puis pour vraiment se redonner confiance, hein. Il y aura un atelier batch cooking, donc avec des échanges de recettes de cuisine, pourquoi pas recréer du lien social, qui sera parrainé par une nutritionniste. Il y aura l'atelier loisirs créatifs qui existait déjà depuis 2019, mais qui continuera, et qui est un atelier qui regroupe à la fois des victimes et des non-victimes, de façon à passer un moment convivial, et aussi à échanger sur la situation ou pas, ou d'autres choses. Voilà, c'est un après-midi entre copains, copines, autour d'un thé, d'un café, histoire d'un peu oublier aussi et de ne pas tout le temps parler que de son parcours. Voilà, et il y aura également un dernier atelier qui sera, en fait, c'est pas vraiment un atelier, c'est une pièce qu'on appelle le cocon, qui sera une pièce où on pourra lâcher prise. Il y aura de la luminothérapie, des gros fauteuils, on pourra dormir 1 heure si on dort mal parce que on n'arrive pas à dormir et qu'on pousse toujours les meubles devant la porte pour se protéger. On pourra y pleurer, on pourra passer un moment calme. Voilà.
voilà, qui est l'association. Merci beaucoup Catherine. Vous comprenez maintenant pourquoi on était très content d'avoir ce partenariat. C'est vers les intervenants, les bénévoles de Mon âme sœur, donc on oriente pour une prise en charge sur le volet psychologique et juridique quand il y a des besoins repérés sur nos situations. Voilà, mais je passe la parole à Alexis. Alexis, on est vraiment fiers d'accueillir Appuie les Villageoises. Merci. Et de vous avoir mis un joli stand et de vous avoir donné de la visibilité. Parce que c'est comme ça qu'en fait les associations, elles doivent travailler ensemble. On a trop souvent tendance à nous mettre en concurrence les uns avec les autres. Et là, c'est une bonne façon de montrer qu'on peut faire autrement. Je vous remercie Géraldine, c'est tout à fait important ce que vous venez de dire. On n'est pas là pour être en concurrence, mais pour travailler ensemble, en partenariat, pour être une valeur ajoutée. Et là, aujourd'hui, on est bien sûr sur la question des violences faites aux femmes. Bon, l'Appui, c'est une association qui existe depuis 1975, qui est une association départementale, qui est à peu près présente sur une douzaine d'implantations sur le département, qui intervient sur à peu près l'ensemble des dispositifs d'hébergement et d'intermédiation locative. Et forcément, quand on intervient depuis 40 ans sur ces dispositifs, on est confronté, qu'on ait des dispositifs ou pas, aux problématiques de violence conjugale, de violence intrafamiliale. Donc ces situations, on a dû apprendre à faire avec, à accompagner ces personnes, à se former, à se créer du réseau. Et puis au fil des années, on a pu progresser. Ensuite, on a pu créer un dispositif d'accueil et de mise en sécurité pour une quinzaine de femmes avec leurs enfants. Et puis on a continué à travailler sur cet accueil, cet accompagnement, notamment avec nos partenaires, avec les villes aussi, puis avec Action Logement, sur des femmes qu'on accueille avec donc cette difficulté, ce trauma, des violences qu'elles ont avec elles et qu'on doit essayer de travailler dans leur accompagnement. Donc ce souhait, on a depuis longtemps de pouvoir renforcer notre professionnalisation, parce que être travailleur social, c'est pas forcément avoir les connaissances et la formation sur ces difficultés des violences faites aux femmes. Donc on a travaillé sur la professionnalisation, la formation sur cette thématique, notamment avec Ars 95. Et puis avec Action Logement, on s'est aussi retrouvé sur ce public, sur le besoin d'avoir une réponse concrète, efficace, et puis j'ai envie de dire réactive aussi, parce que intervenir sur les violences faites aux femmes, c'est pas seulement pouvoir en parler, c'est pouvoir agir rapidement. Alors aujourd'hui c'est compliqué parce que l'hébergement, c'est plein de dispositifs avec plein de critères. Et nous, notre difficulté, c'est de réussir à tricoter des prises en charge. C'est ce que vous disiez. On doit s'adapter au public. C'est pas à lui de s'adapter à nous. Donc, on doit essayer de s'adapter avec ces dispositifs à ce public. Et c'est certainement un des gros enjeux. Mais derrière ça, ce qui est intéressant de noter, c'est tout ce partenariat qu'on est en train de mettre en place. Et ce partenariat, je remercie encore Action Logement, Mon âme sœur et Ars 95. Il est en train d'aller au-delà de ce réseau. Il permet, par exemple, à des villes de nous parler de leurs projets, de leurs intentions, de voir comment on pourrait construire des dispositifs un peu expérimentaux, par exemple avec de l'hébergement croisé, où on peut éloigner des victimes de leur commune en imaginant des collaborations entre des communes ensemble. Donc voilà, là on est encore sur la notion de partenariat et aussi de réponse locale. Donc voilà, je pense que ce travail qu'on est en train de mettre en place, je crois beaucoup à la valeur ajoutée et à tout ce qui va se produire autour. Effectivement, c'est ce que vous disiez, on a un chaînage, on rencontre des nouveaux partenaires, on se met en relation et tout ça, ça fait une émulsion. Je trouve qu'il y a une vraie dynamique qui est en train de se mettre en place et dans cette dynamique, ce qui me paraît important, c'est qu'il y a une vraie ouverture. Personne ne juge personne, on essaye juste de travailler ensemble en fait et de prendre en charge les femmes victimes de violences. Donc nous, notre métier, notre cœur de métier, c'est le relogement, c'est l'hébergement. Mais aujourd'hui, donc, on a la possibilité d'accueillir des femmes victimes de violences, de les héberger. Donc c'est dans des structures où elles sont mises à l'abri avec dispositifs de sécurité, anonymat. Et c'est comme ça en fait qu'on s'inscrit dans ce partenariat. On essaye d'apporter la réactivité sur la prise en charge. On nous appelle, on essaye de voir ce qu'on peut faire. Bien sûr, c'est pas toujours possible, mais on essaye d'être le plus souple possible. Voilà, donc moi je suis très content de ce partenariat. J'espère qu'il va encore avoir des émulsions au-delà de notre réseau et qu'il va pouvoir s'agrandir, ce réseau.
En tout cas, j'entends de plus en plus parler de ce réseau autour de moi. Cette semaine, avec Yannick Maurice, ma présidente, on a encore rencontré des institutionnels, dont monsieur le préfet à l'égalité des chances. Je crois qu'ils sont en train d'entendre ce qu'on est en train de faire. Ce qui est intéressant, c'est aussi que les expériences, elles remontent du terrain et qu'on n'ait pas toujours des choses qui descendent et auxquelles on doit s'adapter. Ça, c'est vraiment important aussi. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Alexis. Du coup, on va passer à la séquence de questions. Autant vous dire qu'il va falloir parler fort pour se faire entendre et être entendu. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette séquence? C'est toujours la première question la plus difficile. Vous n'avez pas de questions du tout? Vous trouvez que c'est formidable? Mais ça l'est formidable. Quel est votre rôle, madame? L'accompagnement devant les tribunaux? Alors c'est juste... Alors, quand je dis accompagnement au tribunal, en fait, c'est juste j'accompagne la personne physiquement en étant plus un soutien moral, puisque j'ai pas de connaissances juridiques particulières, ni je n'apporte rien d'un point de vue judiciaire. En fait, ça va vraiment juste être un soutien moral de la victime, puisqu'elle peut être confrontée, notamment dans les audiences au JAF, dans le couloir, il y a le papa des enfants est là aussi. Donc, elle peut être confrontée à l'auteur de violence, et puis à ce moment-là, il y a personne qui peut, personne n'est là pour intervenir si toutefois ça devait déraper. C'est uniquement ça. Et c'est là, hein, effectivement, la rencontre avec mon âme sœur qui est complémentaire, puisque ce que disait Nicole tout à l'heure, c'est que les juristes de mon âme sœur peuvent donner des informations auprès de l'équipe sociale pour pouvoir ou intervenir justement dans le cadre de cet accompagnement-là. Nous, on prévoit justement la possibilité que les travailleurs sociaux puissent faire appel à des psychologues ou à des juristes pour accompagner sur un champ qu'on maîtrise pas. Et vraiment, c'est... je vais le répéter encore une fois, mais c'est cette articulation en fait. Personne n'est une fée clochette, hein. On est des rois des Rubik's Cube. Et chacun est un carré de ce Rubik's Cube. Et en fait, c'est cette articulation et cette mise à chaque étape d'un carré du Rubik's Cube qui fait qu'on va arriver, que la personne, ça sera un arc-en-ciel. On s'en fout qu'on ne soit pas tous bleus, tous verts, tous jaunes. Bien au contraire, parce que c'est chacun sa complémentarité qui va faire qu'on va pouvoir arriver à sortir la personne de sa situation et qu'elle va pouvoir rebondir. Et en s'adaptant à la temporalité de chacun, ce qui fait que vous avez compris qu'il n'est pas nécessaire en fait qu'il y ait un processus judiciaire qui soit en cours pour que ça puisse s'enclencher. On respecte aussi cette temporalité et du coup c'est pour ça que Hélène peut se trouver à accompagner en fait quelqu'un pour déposer plainte, à accompagner quelqu'un pour des rendez-vous judiciaires, mais en fait on s'adapte complètement et c'est surtout l'idée de fournir un soutien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la deuxième table ronde. On va remercier en fait nos intervenants. C'est bon, on est installés. Alors voilà, on va commencer la deuxième séquence sur la prise en charge des auteurs, parce que l'ARS 95, donc je ne l'ai pas dit, mais a été fondée quand même en 1973. Et historiquement, nous accueillions plutôt des personnes sous main de justice. Puis ceux qui me connaissent un peu savent que moi aussi, je travaillais plutôt dans ce milieu-là. Donc c'est vrai que tout naturellement, et depuis les années 80, en fait, il y a une activité socio-judiciaire importante à l'ARS 95. Et donc vous avez devant vous la directrice du pôle socio-judiciaire, enfin plus pour longtemps, parce que
Elle devrait être arrêtée déjà depuis longtemps, mais elle tient bon pour être là aujourd'hui. Et je vous en remercie, Kadi. Voilà. Donc, Kadi va vous parler de la prise en charge des auteurs à l'ARS 95. Et puis ensuite, on a sollicité l'adjudant-chef Roguet aussi pour intervenir. Parce que c'est un partenaire vraiment privilégié de l'association et c'est une personne importante qui à la fois intervient sur nos dispositifs et puis à la fois est mandataire puisque voilà, on vous expliquera comment elle nous a mandatés pour former les gendarmes du département. Bonjour à tous, on m'entend? Bonjour. Ouais. Bien prêt, Kadi. Ok. Normalement, j'ai une voix qui porte déjà, Ouais. donc ça devrait aller. Merci à tous déjà d'être présents aujourd'hui malgré ce temps magnifique. Voilà, donc effectivement, l'idée c'est de vous présenter de manière assez concise, en tout cas, ce qui est proposé sur le pôle socio-judiciaire en termes d'accompagnement des auteurs de violences conjugales. Donc pour ne pas paraphraser Madame Blin qui le disait juste avant, effectivement, depuis les années 80, nous installons, plus près encore. Depuis 1980, nous... Chanter. On n'y va pas, on n'y va pas. Depuis les années 80, effectivement, l'association Ars 95 s'est positionnée sur la prise en charge des auteurs d'infractions de manière générale et s'est peu à peu diversifiée et précisée encore plus sur la question des auteurs de violences conjugales. Nous intervenons majoritairement sur la phase présententielle, c'est-à-dire avant le jugement, auprès des personnes placées sous main de justice, la question et la compétence des personnes post-sententielles, donc après le jugement des personnes condamnées, étant la spécificité du SPIP, en l'occurrence du Val d'Oise pour ce département. Nous intervenons donc dans des phases d'accompagnement dans le cadre du contrôle judiciaire socio-éducatif par exemple, et nous intervenons également dans le cadre de mesures d'investigation, en l'occurrence des enquêtes sociales rapides et des enquêtes de personnalité. Donc ça nous permet de travailler avec différents corps de métier de la juridiction de Pontoise majoritairement, mais également d'autres juridictions, voilà, que ce soit avec le parquet ou les magistrats du siège. S'agissant du coup des phénomènes de violence conjugale, effectivement, depuis plus d'une dizaine d'années, et comme les intervenants ont pu le préciser précédemment, nous percevons aussi une recrudescence des orientations pour ce type de profil, pour ce type de fait en tout cas, et donc une orientation qui s'est accrue des personnes placées sous main de justice pour des faits de violence intrafamiliale. C'est donc en ce sens que l'équipe du pôle socio-judiciaire, et précisément initialement de l'antenne pénale, s'est formée régulièrement en formation continue sur la prise en charge des auteurs de violences conjugales pour affiner bien entendu les connaissances et les compétences que nous pouvions avoir sur cette problématique, mais aussi pour pouvoir ajuster et proposer des dispositifs et des interventions plus ciblées et plus spécifiques à la question des auteurs de violences intrafamiliales. Donc, depuis 2010, du coup, nous avons mis en œuvre un certain nombre de dispositifs, mais à ce moment-là, c'était important pour nous de le baser sur 3 approches bien spécifiques. La première approche, c'est une approche d'abord sociologique, puisque pour pouvoir penser des dispositifs et des supports à destination de ce public, il fallait aussi déjà garder à l'esprit que nous intervenons dans un phénomène social qui est ancré aussi et enraciné dans des rapports sociaux de domination, des rapports de sexe aussi dominant-dominé. Et donc, il était important d'avoir tout ça en tête. La deuxième approche, elle s'inscrit sur le volet plutôt psychologique, puisqu'effectivement, il s'agit aussi, dans le cadre des différents dispositifs que nous mettons en œuvre, de repérer les fragilités, les vulnérabilités des personnes que nous accompagnons pour pouvoir aussi au mieux, comme le disaient les intervenants précédemment et Mme Blin tout à l'heure, s'adapter à eux et que ce ne soit pas eux qui s'adaptent à nos dispositifs également, même dans un cadre contraint dans lequel nous intervenons. Et puis le troisième volet, effectivement, ça va être une approche un peu plus criminologique puisque ce qui nous intéresse aussi dans l'accompagnement et la prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales, c'est de comprendre la cause, la nature, le fonctionnement du passage à l'acte et d'essayer de comprendre un peu toute l'histoire qui sous-tend un petit peu en tout cas l'avènement de ce passage à l'acte-là.
Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'on s'intéresse en tout cas à la question des auteurs de violences conjugales, et surtout dans le cadre du socio-judiciaire, on met en avant trois objectifs principaux. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'idée c'est d'évaluer de manière efficace des objectifs avec les personnes avec lesquelles on travaille, c'est-à-dire des axes de travail tout simplement, puisqu'il ne s'agit pas, une fois de plus, d'imposer et de proposer des supports et des dispositifs identiques pour chacun, mais d'abord de fixer des objectifs précis, notamment lorsqu'il s'agit des accompagnements individuels, et de planifier avec eux du coup les différentes étapes du changement, ce qui revient en fait à la question de la temporalité. Tout à l'heure on en parlait sur la question des victimes, mais la question de la prise en charge des auteurs aussi se pose à ce moment-là, puisque nous devons aussi respecter la temporalité où en est la personne, même si nous sommes aussi contraints par des échéances judiciaires. Le deuxième objectif que nous nous fixons aussi dans la prise en charge des auteurs de violences conjugales, c'est d'aller chercher l'adhésion, d'aller chercher l'implication des personnes que nous accompagnons, une fois de plus, indépendamment du cadre contraint des violences du cadre juridique. Puisque l'idée, c'est d'aller chercher donc cet intérêt, voire même la satisfaction, puisque c'est aussi un des leviers par lequel nous allons passer pour pouvoir aussi travailler autour de la responsabilisation, de la conscientisation du passage à l'acte. Et donc, sans ce travail-là, comme ça l'est fait également auprès des victimes, ça l'est fait aussi auprès des auteurs. C'est également aussi auprès des auteurs. C'est-à-dire accepter de prendre l'individu dans sa singularité et pas uniquement autour des faits qui lui sont reprochés. Et ça, c'est une voie d'entrée essentielle pour nous, puisque une personne ne se définit pas par l'acte qu'il a commis ou l'acte qu'il a subi. Le troisième objectif que nous sommes fixés aussi, c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est de centrer l'accompagnement, quel qu'il soit, et quel que soit le dispositif, qu'il soit individuel ou groupal, mais de le centrer sur la personne, sur l'individu, et non pas uniquement sur le délit qui lui est reproché. Donc, au sein du pôle socio-judiciaire, nous avons un certain nombre de dispositifs que je vais vous présenter très très brièvement, mais qui s'axent sur deux volets. On a un volet donc individuel et un volet un peu plus groupal. Le volet individuel, effectivement, il va s'agir notamment de l'accompagnement des personnes sous main de justice dans le cadre du contrôle judiciaire socio-éducatif, qui consiste effectivement à accompagner des personnes qui sont en attente de jugement et de travailler avec eux, je vous le disais, sur la responsabilisation, la conscientisation des faits qui leur sont reprochés et de s'intéresser à la personne. Dans ce volet-là, la spécificité que l'ARS 95 a choisie, c'est aussi d'internaliser l'obligation de soins, puisque ce travail de conscientisation se fait à différents niveaux, à la fois dans le travail qui est fait avec l'intervenant socio-judiciaire, mais également avec le soutien psychologique, le suivi clinique qui est proposé. Et donc nous avons choisi d'internaliser l'obligation de soins grâce à un partenariat que nous avons depuis quelques années maintenant avec l'association ARCA, qui est une association spécialisée dans la recherche en criminologie appliquée. Donc, nous avons un psychologue qui est donc spécialisé et qui a une connaissance certaine de ce public et qui propose donc des thérapies brèves aussi, qui entrent dans le cas de figure des orientations et des échéances judiciaires auxquelles nous sommes soumis, puisqu'il faut savoir que les personnes que nous rencontrons, on sait quand ils commencent, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas toujours quand ça termine. Donc ça peut être une échéance très courte, de quelques mois, comme ça peut être un accompagnement qui va perdurer sur plusieurs années. Ensuite, toujours dans cet accompagnement individuel, nous avons la possibilité aussi de pouvoir, nous avons aussi choisi de proposer une place d'hébergement fléchée, auteurs de violences conjugales, puisque dans la plupart des procédures pour les auteurs de violences conjugales, il y a une demande d'éviction du conjoint violent. Donc la justice demande à l'auteur des faits de quitter le domicile conjugal, une interdiction bien sûr d'entrer en contact aussi avec la victime, parfois même les enfants pendant un certain temps. Et dans ce cadre-là, l'ARS 95 propose une place d'hébergement qui se trouve dans le CHRS qui est juste derrière vous et qui permet un travail de complémentarité, une collaboration à la fois entre le travail qui est proposé par l'intervenant socio-judiciaire et à la fois par l'équipe éducative qui accueille du coup cette personne sur toute la durée de l'échéance judiciaire, sur toute la durée de la procédure, et qui va aussi lui permettre de travailler toute cette décohabitation administrative qui n'est pas simple effectivement dans ces problématiques-là. Ensuite, nous avons choisi aussi du coup de mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs autour du collectif, puisque
Un certain nombre d'études, notamment canadiennes, nous ont aussi permis de comprendre l'intérêt du collectif, le fait de se confronter à l'autre, le fait d'être soi-même sous le regard de l'autre, de pouvoir conscientiser la situation, et sachant que dans la majorité des profils des auteurs de violences conjugales, en tout cas dans une grande partie, nous avons cette difficulté, ils ont cette difficulté d'exprimer leurs émotions, d'exprimer leurs ressentis. Ils ont aussi un positionnement qui peut être très égocentré, une banalisation aussi de la violence, une minimisation des faits qui lui sont reprochés. Et l'intérêt du collectif, l'intérêt du groupe, c'est de pouvoir confronter leur situation, se nourrir de la situation de l'autre et remettre aussi un peu de l'altérité, puisque dans certains profils de violence conjugale, il y a aussi une négation, parfois même un déni de l'autre. Et donc c'est à ce moment-là que la victime d'ailleurs est objectivée, puisqu'elle devient un objet et elle n'est plus une personne à part entière. Donc c'est tout l'intérêt du groupe. Certaines études canadiennes ont montré également les effets significatifs, en tout cas de cette confrontation au groupe, et notamment dans le cadre de deux groupes spécifiques, les groupes de parole à visée thérapeutique, que nous mettons également en œuvre, et les stages de sensibilisation dont je vais vous parler. Donc, le groupe de parole, nous avons décidé de le mettre en place depuis 2015 au sein de l'ARS 95 pour les raisons du coup évoquées. Il se déroule sur des sessions tous les 15 jours. C'est un groupe ce qu'on appelle semi-ouvert, puisqu'il est donc à destination en priorité des personnes placées sous main de justice, c'est-à-dire qui ont des obligations, une obligation de soins dans le cadre des violences intrafamiliales, et donc qui peuvent intégrer ce groupe-là après avoir été reçus dans le cadre d'entretiens et d'évaluation, puisque ces entretiens d'évaluation permettent aussi de diversifier les profils qu'il va y avoir dans un groupe, dans un collectif, puisque c'est important de pouvoir diversifier, de pouvoir avoir des profils différents et ne pas, par exemple, que des personnes qui banalisent ou que des personnes qui nient les faits ou que des personnes qui sont dans la provocation, puisque pour maintenir une dynamique de groupe, c'est important d'avoir des profils diversifiés. Donc ce premier entretien d'évaluation, les groupes qui se mettent en place tous les 15 jours, animés par deux psychologues, avec ce qu'on appelle, je le disais, semi-ouvert, puisque nous sommes aussi contraints et soumis, en l'occurrence, aux échéances judiciaires, avec des audiences qui peuvent arriver en plein accompagnement, donc des personnes qui vont sortir et donc des personnes qui peuvent entrer au fil de l'eau. Et donc ce groupe s'inscrit bien sûr aussi bien sûr dans une, comme je vous le disais, dans une visée thérapeutique. Donc le deuxième collectif que nous mettons en place, ce sont les stages de sensibilisation, donc le stage de responsabilisation à destination des auteurs de violences conjugales. Et donc l'idée, c'est un stage qui s'inscrit sur 2 jours avec des objectifs bien précis, notamment d'abord de questionner les différentes formes qui existent de violence et de faire émerger une prise de conscience des personnes et des actes qui ont été commis dans le cadre de ces violences. La deuxième, c'est bien entendu de toujours prévenir la récidive des comportements violents et de leur proposer d'autres manières d'agir, ce qu'on appelle des stratégies d'évitement pour ne pas se retrouver à nouveau, ou en tout cas trouver des stratégies pour ne pas être confronté de nouveau à des violences intrafamiliales. Promouvoir bien entendu l'égalité homme-femme également fait partie des objectifs de ce type de stage de responsabilisation. Et puis bien sûr, c'est aussi sensibiliser aux conséquences à différents niveaux, les conséquences, les impacts judiciaires, les conséquences sur les enfants au niveau familial et puis l'impact sur les victimes. Et donc c'est dans ce cadre-là et dans le cadre des stages que nous avons un partenariat depuis 2 ans maintenant avec le groupement entre autres avec le groupement de gendarmerie du Val d'Oise, où nous avons du coup l'adjudant-chef Roguet qui intervient sur ces stages de manière très régulière. Bonjour à toutes et à tous. Je suis l'adjudant-chef Roguet. Je suis implantée dans le groupement depuis presque 11 ans. J'ai d'abord été à la gendarmerie de Louvre pendant presque 9 ans et ça fait 2 ans que je suis à la brigade de Daumont. Donc je suis toujours en contact de ces victimes, de ces auteurs. J'interviens au domicile, je prends les plaintes, je place en garde à vue les mises en cause. Puisqu'au stade de la procédure, ce sont des mises en cause.
Donc voilà, j'ai toujours ce contact avec le terrain et ce qui me permet aussi, lors de mon intervention sur les stages de responsabilisation, d'apporter justement un peu des cas concrets. On parlait du fait qu'ils aient du mal à exprimer leurs émotions, qu'ils ne prennent pas conscience aussi du mal qu'ils peuvent faire, ou du moins il n'y a pas cet effet de retour. Donc c'est vrai que parler des expériences qu'on a sur l'audition des victimes, mais aussi sur l'audition des enfants, ça apporte aussi une plus-value. En plus du rappel de la loi que je fais dans le cadre de ce stage de responsabilisation, puisque c'est l'objectif de mon intervention, c'est le rappel de la loi et de présenter la législation en la matière. Donc c'est une expérience qui pour moi a été assez riche, puisqu'il y a cet échange-là. Là, on n'est pas sur le placement en garde à vue, donc j'ai une autre casquette. On est sur vraiment un discours, un échange même, je dirais, puisque j'invite beaucoup les personnes à échanger, à poser des questions sur tout ce qui est législatif, sur la garde à vue, sur les interrogations qu'ils peuvent avoir. Et c'est vrai que c'est assez particulier de les voir dans ce contexte-là. Et c'est très enrichissant, justement, puisque on ne les voit plus sur le côté répressif, mais on est plus sur le côté de la responsabilisation. Et bon, après, ils sont très souvent surpris de voir les peines encourues, la gravité que ça peut avoir comme les conséquences que ça peut avoir au point de vue du pénal, toutes les formes de violence qu'il y a et qui sont inscrites dans la loi, puisque les lois bougent énormément, évoluent énormément, viennent combler des vides juridiques, donc tout ce qui est cyber, par exemple cyberviolence, ils ne savent pas qu'il existe par exemple une infraction qui prévoit le flicage d'une certaine manière quand on pose une balise sur une voiture, par exemple la géolocalisation en temps réel. Voilà, c'est toutes des choses, c'est des choses qu'ils apprennent également. Ça se passe bien, généralement. Le contact avec la gendarmerie se passe bien, même plutôt bien, puisqu'on n'est pas dans un rapport de force, justement. On est vraiment dans ce côté des responsabilisations. Après, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Oui, cette question des auteurs, elle est extrêmement importante, puisque nous, dans nos procédures, on traite évidemment du côté des victimes, ce qui est essentiel. On forme maintenant, grâce notamment au Grenelle, mais avant cela, il y avait déjà eu un début de prise de conscience sur la nécessité de former les gendarmes en la question. Donc ça, on va dire que c'est mis en place et ça commence à grandir de plus en plus. Il y a encore du chemin à parcourir, malgré tout. Mais en tout cas, ça avance. Maintenant, la question des auteurs est à prendre en considération aussi, puisque nos procédures, elles sont faites avec les victimes et elles sont faites aussi avec les auteurs. Les stratégies des auteurs sur les victimes, la principale, on va dire, ça va être la manipulation. La manipulation s'exerce aussi sur les enquêteurs quand le mis en cause est placé en garde à vue. Et j'ai pu voir de mon expérience que ces stratégies de manipulation arrivaient à leur fin et pouvaient aboutir à un retournement de cerveau aussi de l'enquêteur. Surtout s'ils ne sont pas sensibilisés en amont aux problématiques de violence intrafamiliale, de violence conjugale. Donc, pour moi, c'était une évidence de former aussi sur la question des auteurs, non seulement pour comprendre les mécanismes, les stratégies du point de vue de l'auteur et non pas seulement du point de vue de la victime, mais aussi permettre à avoir une garde à vue, ou en tout cas une audition qui soit faite avec efficience et sans pouvoir tomber un peu dans le travers de la manipulation ou au contraire, comme on expliquait, de ne pas prendre non plus la personne seulement par rapport aux actes qu'il a posés, mais par rapport à la personne et son histoire de vie. Et ça, c'est très important aussi, parce que ça facilite les aveux. Voilà, avoir ce discours-là, ça facilite aussi les aveux et donc du coup la procédure, il y a une réponse pénale qui est beaucoup plus adaptée, un compte-rendu qui est fait au magistrat qui est plus nourri, qui est plus adapté avec des réponses pénales. On voit la différence du coup quand on est formé. Donc du coup j'ai sollicité l'association l'ARS pour nous former. Donc ils ont accepté. Voilà, quelle erreur. Sur 2 jours, donc une formation qui est sur 2 jours avec une 3e journée qui servira de rétex, puisqu'elles nous ont apporté des outils qui vont nous permettre sur le terrain d'avoir des rappels de ce qu'on a pu apprendre lors de ces 2 journées-là.
Cette journée de rétexte est pour moi importante puisqu'on va pouvoir revoir les choses à approfondir, voilà, toutes ces choses-là, et puis en parler entre nous, savoir ce qui nous a posé question, ce qui a été facile ou pas pour nous lorsqu'on a été confronté à ces mises en cause. Donc voilà, c'est quand même une formation qui est très riche, qui est très nourrie, qui a été, enfin voilà, j'ai des retours extrêmement positifs. Parce que on a cette dimension psychologique, elle est évidente en matière, enfin pour tout ce qui est audition. On ne peut pas parler seulement du fait, mais que ce soit pour la victime, mais aussi pour l'auteur, et aller chercher les points de vulnérabilité dans son enfance, voilà, toutes ces choses-là. Quand on sait ce qu'il faut aller chercher aussi dans les auditions, c'est beaucoup plus facile. Et quand on comprend ce qui peut se passer dans la tête de ces auteurs, c'est aussi beaucoup plus facile pour nous de conduire les auditions. Donc voilà, des retours extrêmement positifs, et en espérant que ces formations soient pérennes. Et parce que le turnover est très très important dans le Val d'Oise pour tous les professionnels, je pense, dans toutes les institutions. Donc il va falloir former au moins tous les ans. Voilà, donc on fait directement la transition sur la formation, puis je vous propose que les questions interviennent en fait en toute fin. Kadi, vous allez nous dire vraiment 2 mots très très courts de ce que vous faites sur la formation pour les forces de l'ordre, parce que nous formons aussi les policiers et à destination des travailleurs sociaux. Très court ne rime pas avec moi, malheureusement. Mais bon, je vais faire mon maximum. Alors effectivement, donc sur la formation, nous avons été sollicités donc, par la déléguée merci, départementale, à chaque fois j'oublie son aux droits des femmes, merci, pour Madame Gabel, pardon, pour réaliser justement des formations à destination de la gendarmerie et de la police nationale. Donc sur l'année 2020, nous sommes intervenus à 3 volets. Sur 3 volets, donc le premier était à destination des travailleurs sociaux, d'abord en interne à l'ARS 95 et dans un second temps avec les travailleurs sociaux d'appui les villageoises. Et dans un second, par la suite, nous sommes intervenus auprès de la police nationale, pardon, et puis plus récemment auprès de la gendarmerie. Les points communs, en tout cas, à ces formations-là, sont que sont déjà grâce, c'est l'ouverture des objectifs et des décisions qui ont été prises lors du Grenelle, qui ont enfin mis un peu la lumière sur la prise en charge des auteurs et sur la nécessité de former les intervenants, quels qu'ils soient, à cette spécificité, effectivement, et de garder à l'esprit que lorsqu'on accompagne, lorsqu'on œuvre, en tout cas dans la prévention des violences faites au sein du couple, c'est important de s'intéresser à toutes les entités lorsqu'on les prend en charge, que ce soit les victimes, que ce soit les auteurs ou que ce soit également les enfants. Et donc c'est donc dans ce sens que nous sommes rapprochés des différentes entités pour affiner, bien entendu, donc toutes les 3 formations sont un petit peu différentes, même si elles ont un cœur similaire, mais elles sont un peu différentes parce que forcément, elles s'attachent à répondre aux besoins et aux attentes des différents professionnels. Donc, de manière très synthétique, elles abordent dans un premier temps forcément les différentes formes de violence conjugale. De quoi parle-t-on quand on parle de violence conjugale? Quelles sont les spécificités, les mécanismes en jeu dans le couple, pour ensuite s'intéresser effectivement à la question du phénomène d'emprise, mais sur les 2 volets, c'est-à-dire avec le prisme de la victime et le prisme aussi de l'auteur. À quelles attentes et à quelles failles narcissiques viennent répondre aussi cette mise sous emprise de la victime. Ensuite, nous abordons, bien entendu, nous avons abordé du coup le volet législatif, le volet légal et pénal de la procédure judiciaire, que ce soit du côté de l'auteur et du côté de la victime, pour toujours garder en fait à l'esprit, tant pour les travailleurs sociaux que pour les forces de l'ordre, police nationale et gendarmerie, d'avoir vraiment cette double casquette-là versus auteur versus victime. Donc on s'intéresse effectivement à ce volet-là pour ensuite s'intéresser, alors notamment pour la gendarmerie, plus précisément du coup au profil des auteurs de violences conjugales, à la spécificité des violences conjugales, de ces auteurs-là et de ces profils, pardon, pour que l'idée c'est de permettre et de donner aux gendarmes des outils, des indications pour recueillir les éléments, repérer, identifier et les situations problématiques et notamment les situations de dangerosité. Donc c'est aussi pour ça que nous avons travaillé, notamment grâce à un partenariat aussi et à la formation que nous avons reçue nous-mêmes par l'ARCA sur des outils d'évaluation, des outils d'indicateurs. Donc grâce à ça, nous avons pu créer ensuite nous-mêmes notre propre grille d'évaluation, une grille donc, qui n'est pas scientifique et qui reste en interne bien sûr et qui n'a été créée uniquement que pour la gendarmerie du Val d'Oise, mais qui leur permet sur différents axes
de pouvoir intervenir, identifier, repérer les situations, de leur donner des outils très concrets dans leur pratique pour ensuite avoir un faisceau d'éléments le plus probant, le plus objectif aussi possible et pouvoir prévenir éventuellement des situations de danger et transmettre ensuite toutes les informations au parquet pour entamer les procédures judiciaires. Et bien entendu, le volet qui est le plus important, un des volets qui est très important pour nous, ce sont les conséquences sur les enfants, puisque c'est le lien que nous faisons, et c'est un lien que nous faisons aussi. Les conséquences sur les enfants, c'est d'avoir à l'esprit que les enfants sont désormais, même si elles ne sont pas encore juridiquement co-victimes, elles ont de plus en plus le statut de co-victimes, puisque ce sont des victimes collatérales des violences intrafamiliales. Et puis, donc, de présenter toutes les conséquences motrices, intellectuelles et psychologiques, mais aussi de rappeler que ces enfants que nous recevons aussi dans le cadre d'autres dispositifs que nous avons à l'ARS 95, notamment autour du soutien à la parentalité, à l'espace rencontre et au parloir père-enfant, c'est que nous avons d'une part ces enfants-là sur lesquels nous pouvons constater des conséquences et ce sont les adultes en devenir, ce sont les adultes que nous recevons aussi dans le cadre finalement dans le cadre des procédures judiciaires, puisque l'impact que va avoir ces violences, le fait d'avoir été témoin de façon directe ou indirecte, va impacter aussi la construction identitaire de ces personnes. J'ai fait le plus court possible. Bravo Kelly, on a explosé, bon, autant vous dire qu'on a explosé le timer, là on n'est pas du tout dans ce qui a été prévu. Mais on a commencé en retard, est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que ça vous... On a essayé de faire très très vite et c'est très condensé en fait, j'imagine que vous avez reçu beaucoup d'informations d'un seul coup. Bon, mais... C'était trop parfait. Oui, Il voilà. n'y a rien à rajouter. Ah, il y a une question... Est-ce qu'on a des statistiques? Alors ça malheureusement, c'est un sujet très compliqué en fait, la mesure de la récidive. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est sur les stages de sensibilisation en alternative aux poursuites. Le parquet a fait une petite étude sur les personnes qui étaient passées sur les dispositifs, le nôtre et celui d'Espérer 95 depuis quelques années. Et ils ont évalué à peu près à 10% le taux de récidive, ce qui est à mon avis en fait relativement faible. Alors c'est pas du tout scientifique, ça demanderait à ce qu'il y ait des recherches plus approfondies sur l'évaluation du taux de récidive, mais c'est la seule donnée un peu probante qu'on a. Et puis le sentiment en fait au travers de nos enquêtes sociales rapides au tribunal, on voit toutes les personnes qui passent au tribunal correctionnel passent en général par un bureau de l'ARS 95, que finalement les personnes que nous avons accompagnées ne reviennent pas beaucoup. Mais là encore, c'est très 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 subjectif et c'est absolument pas une donnée probante et prouvée. Moi, je peux bien poser une question. Est-ce que les démarches qui sont engagées pour le travail que vous faites avec les auteurs s'inscrivent un peu dans ce qu'on fait au Canada sur les démarches de justice réparatrice? On dit des choses dans ce sens-là et ça m'évoque ça quand même. Alors Pascal, vous parlez d'un sujet que j'adore, la justice, on dit restaurative en France. On ne s'est pas encore lancé là-dedans avec le pôle socio-judiciaire parce que ça c'est plutôt le travail du SPIP qui a développé en fait des dispositifs de justice restauratrice. Mais je laisserai peut-être Dominique en dire quelques mots. Dominique Tanguy qui est le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val d'Oise. Et puis on a aussi une représentante de la maison centrale de Poissy qui connaît bien ces dispositifs. Mais non, on n'a pas mis encore... on n'a pas
On n'a pas encore développé ça. En fait, l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de mettre en présence des auteurs d'infractions avec des victimes du même type d'infraction. Bien sûr, ce ne sont pas les victimes directes des auteurs, mais de pouvoir en fait confronter des personnes qui sont en général sorties du processus judiciaire quand il y a eu déjà des condamnations et que les victimes ont bien été reconnues comme victimes, de pouvoir les mettre en présence en fait avec des facilitateurs pour pouvoir faire émerger une conscientisation et notamment les conséquences des faits sur les victimes. Ça n'existe pas encore beaucoup, notamment sur les auteurs de violences conjugales. À ma connaissance, il n'y en a pas encore en France sur les violences conjugales. Mais au Canada, effectivement, ça se fait beaucoup. Pour expliquer sa vie, je trouve que c'est assez préliminaire à ce type de démarche. Ouais. Mais je ne désespère pas de continuer d'y réfléchir parce que l'ARCA, qui est notre partenaire, est très spécialiste de ce sujet. S'il n'y a pas d'autres questions, on va reprendre les stands. Ce que je vous propose, c'est que, et avant que vous vous leviez tous, je vais vous annoncer la suite du programme. Donc, il y a dû y avoir un goûter qui a été amené par Appui les Villageoises, parce que Alexis ne l'a pas dit, mais ils ont un chantier d'insertion restauration traiteur. Donc, on a fait appel à Appui les Villageoises pour assurer en fait ce temps de restauration. Donc, vous avez un buffet qui a été monté. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'autour de 17h, on va démarrer l'opéra qui est en contrebas. Vous verrez, on a une prairie avec une grotte. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Et du coup, voilà, vraiment, je vous remercie tous de votre présence. Je remercie les intervenants. Merci. Je salue la présence du directeur régional d'Action Logement, Service. Merci, Monsieur Bajard, de nous honorer de votre présence. Et puis, écoutez, je voulais en profiter pour souhaiter aussi un très bon anniversaire à Nathalie Gotti. Bon anniversaire, Nathalie. Nathalie Gotti, qui est directrice du pôle hébergement logement à l'Ars 95 et qui est un de nos piliers sans qui il n'y a pas grand-chose qui se fait. Donc voilà, merci Nathalie et bon anniversaire.